bonjour à tous les collègues présents pour cette visio. Donc le thème sur lequel nous nous sommes mis d'accord avec Jonathan est un thème défensif dont l'intitulé vous apparaît à l'écran. Le préalable à tout ce que je vais vous raconter, c'est ce que j'essaye juste de mettre en œuvre sur le terrain aujourd'hui. C'est une évolution lente de la vision de ce que peut être une organisation défensive à haut niveau. Il y a eu dans mon parcours, tu l'as dit Jonathan, la chance de pouvoir travailler avec l'équipe de France A pendant 13 ans, avec Olivier Krumbolz pendant 4 Olympiades. Je crois modestement que la France est plutôt reconnue pour sa qualité défensive, mais pour autant, on est toujours en mouvement. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est la photo du moment, de ce que je crois, de ce que j'essaye de mettre en œuvre avec les jeunes Françaises en préparation qui sont dans les équipes juniors, U19, U20, ce que j'essaye de développer avec mes collègues. Voilà. Et je n'ai évidemment aucune certitude et je vous demande d'écouter cette intervention avec des oreilles critiques, avec un regard critique, de ne pas hésiter à questionner. Et il n'y a pas de certitude. C'est un témoignage d'un entraîneur comme vous, et c'est ma vision de l'instant, sujette à évolution. Évidemment, elle est le fruit d'une réflexion poussée, parce que le haut niveau nous amène à ça. Mais je me présente devant vous avec beaucoup d'humilité. Je ne suis pas un conférencier et je suis un entraîneur, je suis un homme de terrain. Donc, pour moi, c'est un exercice que je pratique assez rarement. Donc, je vous demande votre indulgence par rapport aux conférenciers, par rapport à tout ce qui est des questions concernant le handball. J'aimerais pouvoir répondre via le chat et la gestion de Jonathan. J'aimerais pouvoir répondre à toutes vos interrogations et pourquoi pas, je veux dire, me nourrir d'avis différents. Voilà. Donc, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, de quoi parlons-nous? Vous connaissez tous la notion de défense de zone et de défense homme à homme ou fille à fille. La défense de zone est une défense qui va se centrer essentiellement sur le positionnement du ballon. La défense homme à homme ou fille à fille va plutôt être centrée sur le positionnement de l'adversaire direct. Vous connaissez tous aussi la manière d'attaquer une défense de zone plutôt à base de la circulation du ballon et l'attaque de la défense homme à homme ou fille à fille plutôt à partir de la circulation des joueurs, même si tout ça, c'est très schématique et caricatural. Voilà. Aujourd'hui, on constate que quand on fait de l'analyse vidéo et qu'on veut caricaturer une défense, on est en capacité de dire si elle est plutôt à tendance zone ou à tendance homme à homme ou fille à fille. Mais très souvent, on observe des comportements mixtes. Donc, ce que je voudrais dire en préambule et qui est très, très important, ma conception de la défense mixte n'est pas un infâme potage dans lequel on mettrait tout et n'importe quoi. Je ne crois pas qu'on puisse être performant en défense mixte sans avoir travaillé la défense de zone de manière sérieuse et sans avoir travaillé la défense homme à homme de manière sérieuse et peut-être même de manière un peu caricaturale. Pour moi, on ne peut s'émanciper d'un principe qu'à partir du moment où on le maîtrise. Donc, très régulièrement, avec les équipes dont j'ai la charge, je repasse par de la défense de zone, qui est plutôt la tendance du handball féminin français. Je repasse donc par des moments où je suis dans la défense de zone caricaturale, en surnombrant côté balle avec beaucoup de flottement et où on essaye vraiment de prendre en compte les problématiques de la défense de zone. Je repasse aussi par la défense fille à fille,
ne serait-ce que pour travailler son attaque, puisque toutes les nations dans le concert international, évidemment, ne défendent pas de la même manière. Et petit à petit, j'ai développé ma propre vision de ce que je pense être aujourd'hui une option défensive qui correspond bien aux qualités de nos joueuses et à notre esprit et à surtout ce qu'on essaye de mettre en place pour permettre à de jeunes joueuses françaises demain de pouvoir performer dans notre équipe A. Donc, une simple définition qui vaut ce qu'elle vaut, mais ma conception de l'acte défensif, je vous l'ai écrit, c'est contraindre l'adversaire sur la durée du match, ça c'est important, à répéter le plus difficile individuellement et collectivement. Contraindre l'adversaire sur la durée du match, à répéter le plus difficile individuellement et collectivement. Et surtout derrière, le contrer sur grand espace le plus souvent possible. Donc on est bien dans une vision du jeu non pas séparé on va dire en 4 phases plus le duel tireur-gardien, mais plutôt en 2 phases, la phase d'attaque et de repli défensif et la phase de défense et de contre-attaque ou montée de balle. Mais bon, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est assez répandu dans le haut niveau. Moi, quand j'étais jeune entraîneur, on m'a formé en m'apprenant qu'il fallait découper le jeu en 4 phases. La réalité des choses, c'est qu'on défend effectivement avec des moments où on est plutôt dans une logique de protection du but et d'autres où on est plutôt dans une logique de reconquête de la balle, mais toujours avec l'idée derrière de contrer l'adversaire sur le grand espace. Voilà. Donc, rentrons de suite par l'image, si vous le voulez bien. Alors, on a fait un petit test avec Jonathan, donc j'espère que les images ne seront pas trop saccadées. Il m'a dit qu'au tout début du montage, c'était un petit peu saccadé. Je vous présente un montage, je vous donne le contexte. Donc, ce montage fait environ 4 minutes. C'est donc la génération 2000-2001, les juniors françaises. On est en décembre 2019, à l'époque où on pouvait encore pratiquer du handball librement. Et donc, on participe à un tournoi sur 3 jours à Plan-de-Cuques, dans un club de D1 dans la région de Marseille. Et on a joué successivement, vous verrez, 3 équipes. Donc, c'est de manière aléatoire. L'équipe en rouge et l'équipe de Mérignac, D1 française. Une équipe en blanc et gris et l'équipe de Dijon, D1 française. Et l'équipe en jaune et l'équipe de notre homologue moins de 20, équipe de Roumanie que nous avions invité à participer à ce tournoi-là. Je vais laisser dérouler les images pour que vous fassiez une idée de ce que nous cherchons à faire. Et à partir de là, je vais essayer de vous proposer la grille de lecture que nous utilisons pour essayer de construire ce type de défense-là. Bien entendu, vous vous en doutez bien, ce montage, il a quand même comme visée de mettre en valeur ce que les jeunes Françaises ont réussi à faire à ce moment-là. Donc, ça n'a que la valeur d'un montage, bien évidemment. Voilà. Donc, j'espère que les images, Jonathan, tu me dis si jamais c'est très problématique au niveau des images. Ouais, la vidéo est saccadée, mais ça va se lancer si c'est comme tout à l'heure. Donc là, l'équipe de Dijon. Et donc, vous verrez à l'intérieur de ce montage, vous allez constater que notre principe de base est une défense de zone. C'est très clair là sur l'image que vous venez de voir. Mais que par moment, elle se retrouve à utiliser des principes beaucoup plus proches de la fille à fille. J'espère que le flux est correct, c'est bon? Non, les actions sont lisibles, mais à mon avis, avec le nombre de personnes, la bande passante est un peu plus sensible. Donc, c'est moins fluide que tout à l'heure, mais c'est encore lisible. De toute façon, tu vas revenir sur les différentes situations.
Donc, sans entrer dans le détail, vous imaginez assez facilement à la vision de ces images-là que le dispositif initial est une 0,6 de zone, qui est la défense, on va dire, privilégiée par les équipes de France, mais qui se déforme beaucoup, même si on a aussi une culture de la 1,5. Alors, si tous les intervenants, enfin, tous les participants plutôt pouvaient couper peut-être leur vidéo, on libérerait de la bande passante, ça serait peut-être une solution. Je vais d'ailleurs le faire moi-même. Et une dernière séquence. Voilà. Donc, ce que vous avez dû remarquer, c'est bien évidemment que c'est une défense relativement offensive. Donc, dans la réflexion qui nous guide, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on part de notre culture. La jeune joueuse française, et c'est dû à la culture qui a été amenée au milieu des années 80 par les cadres de la direction technique nationale, elle a la culture de l'interception de manière assez naturelle et de manière assez différente d'autres nations, parce que très jeunes, on essaye de leur inculquer. Alors, ça peut porter plusieurs noms, mais bon, il y en a un qui est le fameux HDI, le triptyque harcelé, dissuadé, intercepté, et un autre qui est PIDA, pressé, intercepté, dissuadé, aidé. Et donc, nos joueuses sont le fruit de cette culture-là. Et donc, bien évidemment, il est très important de partir de leur qualité naturelle. En plus de ça, vous le savez, le handball français souvent bénéficie des apports des athlètes ultramarins venant soit des Antilles, soit de la Réunion, qui ont de grandes qualités physiques, qui vont très vite dans leurs déplacements. Et donc, cette culture-là est très forte. Ensuite, la réflexion que nous avons menée, elle est partie de la réalité de ce que nous évaluions être la réalité offensive du haut niveau international féminin pour hiérarchiser nos priorités. Et donc, contrairement au handball masculin, où les zones de danger peuvent être dans le tir à mi-distance dans le secteur extérieur, vous avez là sur le schéma qui est à l'écran, en rouge, ce qui nous semble être les zones prioritaires de danger, et en jaune, ce qui semble être des zones beaucoup moins importantes. Donc, toute notre réflexion a été basée sur ça. Deuxième chose, et là c'est une conception un peu plus particulière et un peu plus personnelle que j'ai beaucoup défendue pendant quelques années
au sein de la fédération, qui est un peu mieux partagé maintenant. Je pense qu'il est absolument nécessaire de donner des repères simples aux jeunes joueuses dans la formation, comme aux adultes au plus haut niveau. Et moi, je pense que les repères essentiels pour défendre, c'est est-ce que je suis côté ballon ou à l'opposé du ballon? Est-ce que je suis côté pivot ou à l'opposé du pivot? Et ça détermine 4 cas. Vous avez 4 cas en fonction que vous soyez côté ballon, côté balle, côté ballon, côté pivot, côté balle, opposé pivot, à l'opposé de la balle, côté pivot, ou à l'opposé de la balle et à l'opposé du pivot. Quel que soit le dispositif que vous utilisiez, il y a des repères simples que la joueuse peut construire, j'insiste sur le se, peut se construire à partir du moment où on lui fait prendre conscience de ces 4 cas. Très sincèrement, pour l'expérimenter depuis plusieurs années avec des jeunes joueuses que je n'ai pas au quotidien, que j'ai en stage de manière épisodique, c'est quelque chose qui marche bien. Elles adhèrent facilement. Alors, ça passe par un certain nombre d'éducatifs pour leur faire prendre conscience de ça, mais c'est quelque chose auquel elles adhèrent bien. Donc, la proposition est d'amener les joueuses à prendre conscience que quand elles sont côté balle et côté pivot, il y a 2 possibilités. Soit je m'articule avec ma partenaire dans une logique de zone, c'est-à-dire qu'on va jouer un 2 contre 2. Le pivot, par exemple, est dans la charnière poste 2, poste 3. On va jouer un 2 contre 2. Je vais compresser le pivot vers l'extérieur. Le poste 2 va le recouvrir pour que le poste 3 puisse tard et vite agir dans la profondeur. Soit, logique beaucoup plus proche de la fille à fille, une joueuse va s'éjecter du dispositif. Mais dans ce cas-là, il faut qu'elle s'éjecte de manière très claire et qu'elle aille réellement agresser le porteur de balle, qu'elle soit à son contact, qu'elle cherche à l'éloigner du pivot qui est dans le même secteur. Donc, la prise de conscience de je suis dans le secteur du pivot et je suis dans le secteur de la balle doit déterminer des comportements qui peuvent être différents selon que je sois dans une logique de zone ou dans une logique de fille à fille, mais qui doivent être très très clairs avec évidemment la volonté d'éviter la relation avec le pivot puisque c'est, on le sait tous, les ballons mis à l'intérieur sont des ballons où il y a rarement autre chose que but, 7 mètres, et en plus de ça, des disciplinaires, des sanctions disciplinaires. Donc, ça, c'est un cas sur lequel on travaille beaucoup, que ça soit charnière poste 3, que ça soit charnière poste 2, poste 3. Comment je m'articule? Et je le répète, 2 possibilités, soit une possibilité plutôt zone, et souvent, cette possibilité plutôt zone, c'est quand j'arrive un peu en retard dans l'action dans le secteur du ballon, où j'ai pu, au contraire, beaucoup anticiper grâce à ma prise d'information. On a pu se répartir les rôles. Et là, je peux m'éjecter du dispositif et ma collègue derrière va gérer le pivot. Mais moi, je ne dois pas surtout être dans une demi-position. Il ne s'agit pas d'être en contrôle, il s'agit d'être en agression du porteur de balle parce qu'il y a un vrai danger à ce moment-là, en agression au meilleur sens sportif du terme, bien entendu. Mais il s'agit d'être en agression du porteur de balle pour le perturber au maximum pour que la relation avec le pivot ne soit pas possible. Deuxième cas, côté balle toujours, mais à l'opposé du pivot. Je vais agir dans la profondeur si possible pour essayer de gagner mon duel. Et là, il y a différentes stratégies. Alors, fermer l'intérieur par avance, oui. Il y a le cas du droitier à droite. Dans les différentes stratégies, ce que moi j'explore beaucoup aujourd'hui, c'est que je travaille beaucoup sur la logique des préférences motrices des athlètes et j'essaye de repérer autant que faire se peut à la vidéo quelle est la préférence. Parce que vous avez des athlètes droitières à droite, des arrières droites droitières, sur lesquels je suis convaincu qu'il faut garder la même logique que sur des gauchères, à condition de mettre de la profondeur, bien évidemment. Et puis, par contre, il y a des athlètes droitières à droite où je pense qu'il faut les prendre en compte et fermer plutôt en se décalant sur leur côté bras, donc les inviter peut-être un peu plus à l'intérieur. Troisième cas, à l'opposé de la balle et côté pivot. Donc, le ballon est à l'opposé, mais le pivot est dans mon secteur. Donc là, la priorité pour nous sera de sécuriser l'espace arrière des joueuses qui sont côté ballon, en fermant le couloir de circulation du pivot, mais en même temps, en s'informant sur ce qui est en train de se préparer dans son secteur.
Donc là, il y a une double action et il y a un enchaînement de tâches. Je suis en train de couvrir le pivot, mais je suis en train de prendre de l'information sur ce qui est en train de se préparer. Et donc là, vous avez aussi deux types d'athlètes. Vous avez des athlètes qui sont à l'aise dans la vision périphérique, qui vont regarder entre le ballon et leur secteur. Et donc, ils sont en vision centrale. Et puis, vous avez des athlètes qui ont besoin de balayer, d'aller de l'un à l'autre pour prendre des informations. Ça, c'est une préférence oculaire. L'important, c'est qu'elles prennent les informations. La manière dont elles les prennent, ça, c'est une spécificité. Quatrième cas, je suis à l'opposé du pivot et à l'opposé du ballon. Donc, a priori, je dispose de beaucoup de liberté. Et très souvent, c'est un moment où les défenseurs de niveau moyen sont passifs. Et là, au contraire, il s'agit de perturber le retour du ballon avec une demi-position. Parce que si vous défendez en zone, il faut donner du temps à vos coéquipières pour revenir avec le ballon quand le ballon va arriver dans le secteur. Donc, il faut perturber, s'informer évidemment sur le retour de flottement, comme je viens de vous le dire, et puis agir dans la profondeur et éventuellement agir en montée inversée. Et là, on y reviendra tout à l'heure, puisque bon, ça, c'est une des grandes tendances du handball des 15 dernières années. Il y a de plus en plus de jeux hors secteur défensif, de joueuses et de joueurs qui sortent de leur secteur défensif. Voilà. Donc, bien garder en tête que les images que je vous ai montrées et ce que je vais vous dire après, le préalable à toute chose, c'est on sait ce qu'est une défense de zone, on sait ce qu'est une défense fille à fille. On ne peut pas essayer de pratiquer une défense mixte sans avoir une maîtrise des concepts pour pouvoir s'en émanciper et jouer avec. Et la deuxième chose, dans les repères fondamentaux que nous donnons aux joueuses, quel que soit leur niveau cognitif, leur niveau intellectuel, on y arrive. Il y a 4 cas. Est-ce que tu es côté ballon et est-ce que tu es côté pivot ou opposé ballon et opposé pivot? Et ces 4 cas-là, il faut qu'elles les repèrent. Donc ça, c'est un travail basique, répétitif, sur la base de petits exercices, de petits jeux qu'on met en place, qui les amènent au fur et à mesure à faire de cela un repère permanent. Les objectifs collectifs à conjuguer. Alors là, vous allez dire, il y en a une liste à la Prévert, il y a la liste de courses. Le premier, il est extrêmement important parce qu'en fait, c'est la philosophie défensive que défend, c'est s'attaquer à la création chaque fois qu'on peut, essayer de s'attaquer à la création plutôt que de s'opposer à la finition. Alors, ça a un coût physique, ça a un coût énergétique et ça a un coût mental. Il n'est pas possible, quand on ne s'entraîne pas de cette manière-là, il n'est pas possible d'exiger ça de son équipe en match. Chaque fois que l'entraîneur que je suis a été faible avec ses joueuses dans l'entraînement par rapport à ça, j'en ai payé les conséquences, chaque fois. Donc, je mets toujours à l'entraînement une grande exigence sur cette volonté d'intensité physique et mentale collective. Et ça a un double effet. La première, c'est que bien évidemment, plus vous vous y entraînez, moins c'est coûteux. Plus vous automatisez les choses et donc plus vous automatisez, plus vous pouvez vous concentrer sur ce qui est aléatoire dans le jeu, ce qui n'est pas prévisible. Et puis la deuxième chose, c'est que bien évidemment, quand vous vous entraînez comme ça au niveau défensif, vous mettez beaucoup plus en difficulté votre attaque. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la philosophie de base, s'attaquer à la création chaque fois qu'on peut. Chaque fois qu'on peut, on ne peut pas tout le temps. On ne peut pas tout le temps. Et des fois, on est obligé de gérer sans ça, sans avoir pu attaquer la création et uniquement de s'opposer à la finition. Mais on a cette ambition d'essayer d'attaquer la création chaque fois qu'on peut et ne pas laisser dérouler l'attaque adverse pour qu'elle mette en place le mouvement qu'elle a envie de mettre en place tranquillement et se dire on va les contrer en bout de chaîne. Voilà. Gagner du terrain sur l'attaque dans les zones d'efficacité. Vous vous rappelez le schéma avec le jaune, le rouge, les zones d'efficacité. Donc, en clair, on essaye de gagner du terrain dans le secteur central pour éloigner la balle du but et du pivot. La balle, le pivot, nos repères centraux. Et essayer d'éloigner la balle du but et du pivot.
Pour moi, le handball, c'est qu'une question, que ce soit en attaque ou en défense, c'est qu'une question de temps et d'espace. Quand j'attaque, j'essaye de gagner du temps et de l'espace et d'en faire gagner à mon partenaire. Quand je défends, j'essaye de contraindre l'adversaire en termes de temps et d'espace. Donc, quelle que soit la forme défensive, le dispositif qu'on a choisi, là, c'était de la 0,6, mais on va essayer de faire peser en permanence une contrainte en termes d'espace et de temps sur la défense, sur l'attaque adverse. Et donc, on va essayer de gagner du terrain par rapport à cette zone d'efficacité dans le secteur central avec deux objectifs. Évidemment, éloigner les potentiels tireurs, mais aussi éloigner les potentiels passeurs au pivot. Orienter l'attaque, ça c'est une notion assez classique avec un alignement corps-balle. Je ferme sur le côté bras, je ferme sur le côté fort de débordement de mon adversaire en priorité. On y reviendra tout à l'heure, avec une logique de probable et de possible. Il est bien évident qu'à partir du moment où je ferme fort côté bras, je me fragilise à l'opposé du bras. Et donc, je dois anticiper individuellement et collectivement, je dois anticiper ce qu'il est possible qu'il se passe. Il ne suffit pas juste de dire je lui ferme l'intérieur, elle me déborde à l'extérieur et advienne que pourra. Il faut que derrière, il y ait une logique d'enchaînement. Limiter au maximum les possibilités de jeu avec le pivot. On en a parlé, c'est en lien avec gagner du terrain sur l'attaque de la défense en essayant de gagner de l'espace. Intégrer à l'organisation collective la perte d'un duel. Très souvent, quand on met en place une défense, on oublie d'imaginer ce qui se passe quand l'une d'entre nous, l'une d'entre elles ou l'un d'entre eux va être battu. D'où la logique de gagner du terrain sur l'attaque adverse, parce que quand vous êtes battu dans un duel à 7,50 m, il n'y a plus grand-chose à faire. Par contre, quand vous essayez d'engager les duels relativement haut, vous vous donnez du temps pour gérer ce duel perdu par une organisation collective. Et ça nous amène très souvent à avoir des comportements de défense mixtes, puisque nous avons des défenseurs qui vont se croiser, alors qu'au départ, on est plutôt sur un dispositif de zone où il n'y a pas de glissement en théorie. Mais pourtant, là, comme on cherche à gagner de l'espace dans la profondeur, on est amené parfois, quand mon partenaire est battu, à venir glisser dans son dos. Donc ça, c'est une notion extrêmement importante. Intégrer l'idée et travailler de manière régulière à partir d'un duel perdu. S'informer ballon secteur, on en a parlé tout à l'heure par rapport au 4K, côté balle, côté pivot, c'est la clé. C'est la clé. Lire une situation nécessite d'avoir des informations. Donc, très souvent, les jeunes joueuses que j'accueille, elles sont pleines de bonne volonté, mais elles sont obnubilées par le ballon. Et elles ont du mal à faire l'aller-retour, que ce soit en vision centrale en aller-retour ou en vision périphérique. Je regarde au milieu et je prends en compte tout ce qui se passe dans mon champ visuel. Et elles ont du mal à s'informer. Avec un corollaire, quelque chose qui vient obligatoirement derrière, et je vous montrerai une séquence qui est extrêmement parlante par rapport à ça, c'est que la prise d'information va m'amener à pouvoir changer d'intention tactique au cours d'une même action. Je vais pouvoir sortir dans une dissuasion, revenir peut-être redescendre sur une couverture de pivot, fermer un couloir de circulation, venir en aide intérieure. Donc, la prise d'information est absolument essentielle. Donc, il y a une prise de risque, mais elle est assumée. Elle est assumée. Il y a une prise de risque sur la capacité de nos joueuses à changer les intentions. Olivier Krumbolz utilise une métaphore depuis très longtemps. Il dit que défendre, c'est ouvrir des boîtes et les refermer. Et ça illustre assez bien ce que j'essaye de faire moi-même avec les jeunes, ce qui est assez logique puisque nos réflexions ont été en parallèle pendant des années. Un dernier point qui est important à mes yeux, très souvent quand on a une forte débauche d'énergie défensive, à la fin, malgré tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a essayé de faire pour contraindre l'adversaire, bien entendu, il y a des fois où on est mis à mal et où l'adversaire trouve une situation ouverte.
Euh, et là, malheureusement, notamment dans l'intervalle 1-2 ou à l'aile, il y a des petits gestes de frustration qui pénalisent beaucoup les équipes. Donc moi, je travaille beaucoup ça avec mes jeunes joueuses. J'essaye de faire en sorte qu'elles acceptent que quand elles sont battues, de ne pas donner le bâton pour se faire battre par le corps arbitral qui va mettre 7 mètres et 2 minutes parce que je suis battu, j'ai une petite poussette sur le côté ou je fais un grand pas quand je suis un poste en défense pour venir fermer l'espace. Je crois qu'il y a beaucoup plus à gagner à ne faire confiance à sa gardienne qu'on aura fait travailler de manière spécifique dans ces situations-là, mais essayer de réduire au maximum les fautes de frustration. Je dis bien au maximum. Et là aussi, c'est un travail mental avec les joueuses qui passe par l'entraînement. Il n'y a pas de secret. On peut faire de la visualisation, on peut faire beaucoup de choses, mais ça passe par l'entraînement, par la répétition. Et très souvent, à l'entraînement, je mets en place des situations de ce type-là. Voilà. N'hésitez pas, Jonathan, s'il y a des questions au milieu, n'hésite pas à m'interrompre. Pas de souci, Eric. OK. Alors, s'attaquer à la création quand on peut. Une image pour illustrer ça. J'espère que le flux va être correct. Je vais vous la passer 2 fois de toute façon, si c'est un… Voilà. Donc, j'arrête l'image là. Tout le monde comprend bien que l'équipe adverse est en train de faire venir son ailière gauche au cœur du jeu. On ne sait pas ce qu'ils ont l'intention de faire, mais en tout cas, ils viennent surnombrer en amenant l'ailier gauche au cœur du jeu. Et là, moi, je vous demande d'observer, je ne sais pas si on voit ma flèche à l'écran, je vous demande d'observer cette joueuse-là, la joueuse poste 3 blonde qui s'est un peu détachée. Dans ce que je viens de vous raconter, c'est une bonne illustration. C'est-à-dire qu'elle est dans l'orientation de l'adversaire, elle est dans la lecture de ce qui est en train de se passer, elle lui ferme le côté bras, je veux dire, c'est même presque trop caricatural la manière dont elle le fait. Elle lui ferme le côté bras et elle va essayer d'attaquer la création. Au lieu de la laisser développer le mouvement, elle a pu lire ce qui se passait et elle casse le rythme de l'attaque adverse en allant très haut, essayer de casser la création plutôt que de s'opposer à la finition. Donc, on ne saura jamais ce qui va se passer derrière puisque elle a neutralisé très haut. Le tout étant de le faire, évidemment, relativement proprement pour ne pas prendre 2 minutes. Gagner du terrain sur l'attaque. Alors ça, vous l'avez vu aussi tout à l'heure. Je vais couper le son. Voilà. Gagner du terrain sur l'attaque, c'est évidemment par moment… alors, on pourra parler des règles de fonctionnement après entre les postes 3 si vous voulez, mais c'est là aussi un état d'esprit qui parfois peut nous amener à des excès de générosité. J'ai volontairement mis cette image-là parce que vous allez voir qu'on s'en sort très bien. On a un excès de générosité. Ce qu'on fait est bien, mais on manque de lucidité à un moment donné. Et cette image-là, elle est particulièrement parlante de la philosophie défensive qu'on essaye de mettre en place. Donc, là, sur un Yago, mouvement que tout le monde pratique, elles vont essayer de s'attaquer au pivot, toujours dans l'idée de s'attaquer à la création plutôt que de s'opposer à la finition. Il y a certainement une petite faute, mais l'arbitre ne la siffle pas. La balle est récupérée, mais heureusement que nous la récupérons, parce que si jamais la Roumaine avait récupéré la balle, vous voyez bien que derrière, le pivot est tout seul. Mais si je reviens de quelques images, je vais vous demander de regarder les comportements, notamment de cette joueuse-là, qui est déjà très haut, puisqu'elle est en train d'essayer de gagner du terrain sur cette joueuse-là, comment elle va changer d'intention pour pouvoir redescendre très vite sur le pivot, parce qu'elle a pris en compte ce que faisaient ses partenaires. Donc, vous voyez, changement d'intention. Et j'aurais souhaité que la poste 2 à l'opposé soit déjà beaucoup plus près. Donc, il y a des excès de générosité qui, par moments, peuvent donner l'impression de quelque chose d'un peu brouillon. Ce sont des humains. Il faut en accepter parfois de prendre des buts un peu bêtes. Mais en tout cas, je préfère prendre quelques buts bêtes avec une équipe qui attaque l'attaque plutôt qu'avec une équipe passive qui va subir tout au long du match, parce que je crois que la couleur mentale de ce que vous faites en défense donne un avantage psychologique quand vous allez attaquer ou pas. Si à chaque défense vous vous mettez dans la difficulté,
vous avez le poids de l'obligation de marquer des buts systématiquement en attaque. Or, attaquer me semble beaucoup plus difficile que défendre. Donc, toujours la volonté de gagner du terrain sur l'équipe adverse. Eric, j'ai oui. une question, mais c'est Oui. par rapport à la première vidéo, me semble-t-il. Ouais. Donc, c'est une question pour toi. N'as-tu pas peur d'une attaque franche secteur central de la demi-centre porteuse de balle? On va remettre la séquence. Ici, j'imagine que la question qui est posée, oui. c'est sur la souris, ici. Ouais, sur la... Je veux dire, si vous regardez au moment où la demi-centre a la balle, cette joueuse-là, et c'est tout ce qu'on essaye de mettre en œuvre, cette joueuse-là, elle n'a pas une attitude caricaturale dans la profondeur. C'est-à-dire que si la demi-centre vient attaquer ici, on va avoir couverture du pivot là, fermeture face à la demi-centre là, et retour ici. C'est-à-dire qu'elle n'est pas engagée totalement encore dans le combat. Regardez le moment où elle s'y engage. Voilà. Mais elle n'est pas partie. Elle essaye de lire l'information. Bien évidemment, oui, il y a des fois où il y aura feinte de passe ici, elle va partir, et puis ça va s'engager là. Oui. De toute façon, je veux dire, il n'y a pas de système parfait. Mais si tel est le cas, on a éloigné notre… On va dire que notre hypothèse, c'est de dire qu'on a éloigné suffisamment l'attaque et nous l'avons mise suffisamment dans un temps faible pour être en capacité de réagir. Bien entendu, ça ne marchera pas à tous les coups. Alors, Eric, est-ce que tu peux garder cette image-là? Oui, j'ai une question complémentaire. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, la clé, c'est la répartition des joueuses. Et les intentions. Ouais, et les intentions. Ouais. Et ici, est-ce que tu pourrais identifier, par exemple, des repères pour ton 3 haut, pour ta 3 haute, de pouvoir intervenir ou pas? Tu as parlé d'intention. Est-ce que tu as des repères plus directs, plus concrets, comme l'ancrage d'appui, comme la balle qui passe la ligne d'épaule? Est-ce que vous utilisez… Bien sûr, l'orientation des appuis est un repère absolument essentiel ici. Même si on peut imaginer qu'elle est encore en capacité de changer son intention, ce qu'il faut prendre en compte d'abord, c'est que, bien évidemment, c'est un mouvement. L'équipe de Dijon fait un mouvement qui est déjà passé, je ne sais pas combien de fois dans le match, enfin passé, qu'elles ont déjà produit, je ne sais combien de fois dans le match. Et elles, les repères sur lesquels on va évidemment la faire travailler, c'est être en capacité de refermer ici. Et vous le verrez tout à l'heure avec la même joueuse. C'est la même poste 3 que vous allez voir dans la capacité à changer d'intention plusieurs fois dans la même action. Ça, c'est essentiel. Évidemment, au départ, dans l'apprentissage de ce comportement défensif, on passe par une étape où les jeunes joueuses ont un comportement caricatural et où elles ont l'impression que si elles amènent la bonne réponse au monsieur, elles auront une bonne note. Elles ont un comportement scolaire. Or, défendre, c'est jouer. Donc, bien entendu, quand on joue, on prend des repères. Il faut espérer qu'on gagne le plus souvent, mais de temps en temps, on perd quand on joue. Et ça fait partie, pour moi, des choses que j'accepte totalement. J'accepte l'idée que de temps en temps, l'attaquant, s'il a fait le plus difficile et s'il est capable de le répéter, bravo. Mais faire le plus difficile sur la durée d'un match et le faire individuellement et collectivement, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc, les repères ici, c'est bien entendu l'organisation motrice de cette joueuse ne laisse pas à penser qu'elle est en train d'attaquer le but. On va le remettre dans une dynamique en laissant dérouler l'image parce que les photos, il faut toujours s'en méfier un petit peu. Vous voyez, on voit bien qu'à aucun moment, elle a l'intention d'aller vers le but. Si jamais elle avait été dangereuse, je peux vous assurer que cette joueuse-là aurait changé d'intention. Est-ce qu'elle aurait réussi à la maîtriser? Est-ce qu'il y aurait eu but, pas but? Ça, évidemment, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais elle aurait changé d'intention. Elle ne s'engage réellement vers l'avant que parce que la balle est partie. Je la remets, vous allez regarder bien. Vous voyez bien, elle s'approche, hop, là, elle y va.
Merci Eric. Oui, tout à fait. Je t'en prie. Donc, orienter l'attaque. Donc, je reviens maintenant. Entre-temps, on a fait gagner du terrain sur l'attaque. On a vu cette vidéo. Je reviens donc à orienter l'attaque. Donc, là, trois vidéos qui sont assez explicites par rapport à ça. Donc, un mouvement classique de grand croisé arrière-arrière. La gestion du pivot, vous voyez que c'est une préoccupation majeure. Donc là, on est plutôt dans un comportement de zone. Et ce poste 3 à l'opposé qui sort, mais qui manifestement ne sort pas en alignement corps-corps, qui sort vraiment avec la volonté de fermer le côté bas et de faire peser une menace sur ce croisé. Et donc, elle va orienter cette joueuse, qui est quand même une joueuse expérimentée, ce n'est pas une cadette, c'est une internationale néerlandaise, c'est Van Olfen. Donc, je veux dire, elle va l'orienter, elle va l'amener dans un tuyau. Et ça, c'est le type de situation que nous travaillons régulièrement. Parce que derrière, il faut gérer la crise. Elle vient de se faire effacer. C'est moyennement grave parce qu'il y a encore des adversaires à la périphérie sur lesquels elle pourrait intervenir. Mais elle vient de se faire effacer. Elle a orienté pour amener l'attaquante là où on voulait. Bon, voilà. Une deuxième séquence. Ah, excusez-moi, je n'avais pas coupé le son de cette séquence. Une deuxième séquence, vous retrouvez le même mouvement dont on vient de parler, avec une ailière qui vient. Donc, vous voyez les intentions. Hein. Regardez bien, puisque là, le demi-centre a un comportement un petit peu différent. Regardez bien comment ça se passe. Je vais reculer, je vais le remettre en continu, puis on reviendra. Hop, vous voyez, elle a été ce poste 3 qui n'est pas le même poste 3. Il a fait planer une incertitude. Et il est débordé. Il a fermé côté bras, il est débordé. Mais on travaille sur la gestion de cette situation de crise. C'est-à-dire que être débordé à 9 mètres et au-delà, ça fait partie des choses qu'on accepte, je veux dire qu'on génère même. Après, à nous de refermer la boîte. On a ouvert une boîte, on a orienté. À nous de refermer la boîte derrière, d'être compétent pour refermer la boîte. Et bien entendu, refermer la boîte, ça veut dire couper les solutions les plus proches. Et en coupant les solutions les plus proches, bien entendu, on se déshabille sur les solutions les plus éloignées. Donc, les équipes qui nous étudient vont chercher à éloigner le ballon du point de fixation et à mettre les ballons directement aux ailes. Et on travaille, bien évidemment, sur cette compétence de retour. Mais contre les équipes les moins compétentes, on espère que la joueuse va, entre guillemets, se noyer dans cette situation-là. Elle a passé le premier rideau et elle pense qu'elle va accéder au but, à part que toute la famille est au rendez-vous et qu'elle accède à rien du tout. Une troisième séquence pour illustrer. Ah, toujours pareil, on va couper le son. Troisième séquence pour illustrer cette idée d'orienter l'attaque. Voilà, on sort sur ce gauchère en fermant le côté bras, le poste 3. On est au-delà des 9 mètres. On essaye de gagner du terrain dans la zone de dangerosité. On ferme le côté bras. On essaye de ne pas avoir de geste de frustration. Elle est clairement battue. On est à 1 de moins en défense. Elle s'est faite effacer. Mais elle a orienté et on a mis l'attaque dans une filière de jeu sur laquelle on essaye derrière d'être performant. Et on va fermer derrière avec une volonté de couvrir toute la situation en plus proche. Bien évidemment, si la balle est mise loin à l'opposé, si cette attaquante est suffisamment compétente pour mettre le ballon loin de ce point de fixation, nous pouvons être en difficulté. Donc à ce moment-là, nous sommes vraiment dans un dispositif, dans un système de zone. Évidemment, je vous montre là des images qui mettent en valeur notre défense. Je peux vous trouver quelques images aussi dans les mêmes matchs où l'attaque nous a battus sur des actions du même type. Pour autant, et ça n'a pas valeur de vérité, pour autant, ces jeunes Françaises ont gagné les 3 matchs. Ça n'a pas valeur de vérité, je vous l'ai redit tout à l'heure, je n'ai pas de certitude. Ce sont mes convictions défensives que je vous présente et ce que j'essaye de mettre en œuvre, c'est un simple témoignage. Regardez-le avec un œil critique.
Les montées inversées, le jeu hors secteur défensif. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure. Ça, c'est vraiment une des grandes évolutions du handball qui est apparue dans la première moitié des années 2000, aux alentours de 2004-2005, de manière très, très rare. Par contre, ça a beaucoup pris parce que c'est venu du jeu à 13, le rugby à 13, puis du rugby à 15. Quand en bout de ligne, un défenseur voyait qu'il était en sous-nombre, bien, au lieu de glisser, il venait intervenir très fort en dehors de son secteur défensif, en espérant que le rideau défensif allait pouvoir se réalimenter dans son dos. Donc, en fait, au départ, les montées inversées sont une réponse à une situation de crise. Parfois, nous les utilisons encore en handball en tant que tel, mais c'est devenu aussi une arme utilisée à dessein et qui est travaillée par certaines nations. Donc, quelques images pour illustrer cette notion de montée inversée. Donc là, vous avez une joueuse qui est une grande joueuse, on ne s'en rend pas compte, mais c'est une joueuse qui fait 1,93 m. Une grande gauchère qui d'ailleurs va être dans la préparation olympique, Olivier Apri, même si elle ne joue pas encore en première division. C'est un de nos grands espoirs. Elle s'appelle Emma Jacques, c'est la fille d'une ancienne internationale d'origine hongroise, internationale hongroise et française, qui s'appelle Melinda Zabojak. Et donc, cette joueuse qui est toute jeune là, puisque elle est de décembre 2001 à ce moment-là, elle est même pas encore majeure à ce moment-là. Ça a été très dur d'arriver à lui faire prendre ces intentions-là parce que dans la profondeur, elle se sentait en difficulté. Elle avait peur de s'isoler. C'était beaucoup plus facile pour elle de rester à 6 mètres et de ne pas prendre d'initiative. Et je l'ai beaucoup secouée par rapport à ça et elle m'a bien rendu en termes de plaisir puisque regardez ce qu'elle est capable de faire. Elle part sur une logique de dissuasion, de montée inversée, puis elle sent, et là ça devient un argument, le 1,93 m, elle sent qu'elle peut intercepter la balle. Donc je repasse l'image pour que vous puissiez bien prendre en compte les choses. Beaucoup plus dans une logique classique de montée inversée maintenant. Une autre séquence. Donc, on a du mal à fermer l'intérieur. On va être un petit peu en difficulté dans ce duel. Le poste 3 sent qu'il doit venir un petit peu en entraide. L'autre poste 3, il n'a pas d'autre choix que d'être à la couverture du pivot. Donc, il va s'enrouler dessus. Et ça, c'est un signal fort pour le poste 2. Donc, vous voyez, le poste 2 à l'opposé, il est déjà en train de préparer son coup. Et avec l'enchaînement, le poste 1, puisqu'il y a eu jeu hors secteur défensif du poste 2, jeu hors secteur défensif en cohérence du poste 1, et le poste 3 qui était sur le pivot, vous le retrouvez là, c'est lui qui est censé glisser à l'aile si la balle arrive jusqu'à là-bas. Donc, je vous remets la séquence. Voilà. Donc, vous avez une articulation ici à plusieurs joueuses, avec un jeu hors secteur défensif du poste 2 qui va venir chercher la demi-centre, qui n'est pas son adversaire direct. Un poste 1 qui est dans une demi-position et qui va agir en cohérence, puisque la balle sort. Il va agir en cohérence là. Et pendant ce temps-là, le poste 3 qui a bien détecté montée inversée du poste 2, montée inversée du poste 1, mon rôle, c'est d'aller compenser là-bas. Donc ça, c'est une action beaucoup plus classique de montée inversée que la précédente. Une autre action de montée inversée. Donc toujours pareil. Là, vous êtes par exemple dans un comportement, le pivot est dans la charnière 2-3. Donc, on ne s'est pas désaligné tôt. On est dans un comportement typiquement zone. Donc, le but du jeu va être de contraindre le pivot vers l'extérieur. Et pour ce joueur-là,
de se préparer à anticiper le recouvrement du pivot si cet arrière court à l'intérieur pour libérer sa poste 3 dans la profondeur. Ce qui se passe, le pivot nous aidant bien parce qu'il ne se met pas en position de bloc. Et là, ce que je vous demande de regarder, c'est le comportement de ces deux joueuses-là. Les règles de fonctionnement qui sont données, c'est toi, tu vois ce que va faire la poste 3 en tant que poste 2, donc c'est la poste 3 qui commande. Elle n'a pas les yeux derrière la tête. Donc, si elle choisit de prendre la profondeur, évidemment, le poste 2 ne peut pas faire. Mais si elle estime qu'il y a une nécessité d'entraide et qu'en tout cas, elle ne doit pas prendre la profondeur, c'est à toi d'assumer la responsabilité de savoir si tu dois la prendre ou pas. À partir du moment où la poste 3 va se désaligner, la poste 2 ne peut pas faire de montée inversée. Et donc, je vais le remettre un peu en arrière. Je vous demande d'observer ces deux joueuses-là, poste 3, poste 2, de vous décentrer du ballon et de regarder le comportement de ces deux joueuses-là. Vous voyez, il y a eu un changement d'intention. J'y vais pas. Et à la fin, la poste 2 part. Et là, toute la question, c'est de sortir avec un minimum de maîtrise. Et c'est vrai qu'au début, on prenait beaucoup de 2 minutes quand on faisait ça. Là, il faut sortir avec de la maîtrise. Et la jeune fille va le faire avec beaucoup de maîtrise puisqu'elle va même réussir à piquer la balle. Peut-être même parce qu'elle s'est cachée un petit peu derrière sa poste 3 et que l'autre ne l'a pas vu venir. Eric, donc, d'une situation… Pour les situations plus précises comme ça, est-ce que tu saurais refaire le fonctionnement avec ta souris, tu vois, avec le ruban déroulant, plus qu'avec ta barre espace, parce qu'on voit mieux dans ce cas de figure-là. Alors, est-ce que là, tu vois la souris à l'écran? Oui. D'accord. OK, parfait. Donc, on va essayer de se tenir à ça. Donc, une dernière séquence de montée inversée. Donc là, ça va être une montée inversée d'une ailière, d'un poste 1, donc qui va choisir de quitter son secteur. Il va prendre un risque. Il va choisir de quitter son secteur pour aller tenter une montée inversée sur l'arrière. Donc là, vous voyez qu'on n'arrive pas à prendre la profondeur à chaque fois. Hein. On n'est pas vraiment dans le projet à ce moment-là. Donc, on aurait très bien pu subir. On a un pivot qui est quand même entre poste 1 et poste 2. Donc, en définitive, à ce moment-là, sur l'action, si vous comptez, on est tellement obsédé par le fait qu'on ne veut pas avoir de jeu avec le pivot, qu'on est à 2 sur le pivot, mais qu'on n'est plus qu'à 3 contre 4 dans ce secteur du jeu. Donc, on est en difficulté défensive. Et là, je vous demande d'observer, si vous voyez bien la souris, je vous demande d'observer le comportement de cette joueuse-là. Voilà, donc d'une situation qui est une situation au départ qui devrait nous être défavorable et qui parfois va l'être, soit parce qu'il n'y aura pas au pivot, soit parce qu'il n'y aura pas directement à l'ailière. Elle a essayé de renverser la situation, elle a essayé d'attaquer l'attaque dans cette problématique-là. Alors, une dernière situation où on va voir l'articulation entre le poste 1 et le poste 2. C'est le poste 2 en définitive qui va récupérer le ballon sur la même montée inversée de la même joueuse en poste 1. Donc, fermeture de l'intérieur. Si j'essaye de cumuler les éléments, fermeture de l'intérieur, alignement corps-balle. Fermeture du couloir de circulation du pivot pour sécuriser l'espace arrière de la joueuse qui est en haut. Essayer de gagner du terrain dans la profondeur. Je ne peux pas être au contact. Il y a une pointe et il y a une base de triangle derrière. C'est-à-dire que s'il y a passe au pivot ici, on espère pouvoir refermer encore. On espère. Et comme on a été justement dans la crainte de ce passe au pivot, on se retrouve ici dans une situation où cette joueuse-là estime que c'est opportun de faire une montée inversée. Je vous avoue très honnêtement que sur le coup, dans l'analyse, j'ai pensé que c'était un peu suicidaire. Mais elle va bien s'en tirer. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que
que c'est sa copine qui va récupérer la balle, parce que sa copine, poste 2, va anticiper totalement la situation, bien entendu, et va aller récupérer la balle. Donc, là encore, d'une situation qui aurait pu nous être défavorable, cette intention d'attaquer l'attaque, et ça ne marchera pas à chaque fois, je le répète, il n'y a pas de formule magique, mais cette intention d'attaquer l'attaque nous a plutôt été favorable. Limiter les possibilités de jeu avec le pivot, je n'ai mis qu'une seule séquence, mais qui, à mon sens, illustre bien les choses. On va arrêter là encore le son. Donc là, il y a un manque d'attention flagrant. Le jeu a repris, cette joueuse ne se replace pas rapidement. Le jeu a repris. On est un peu en course-poursuite. On va avoir une sortie de la poste 3 ici pour essayer de regagner du terrain dans le secteur central. Donc, elle part tard, mais elle va au contact. Elle respecte, elle ne s'arrête pas juste pour contrôler et laisser jouer l'adversaire. Elle va au contact, elle va la contraindre. Et donc, vous voyez que très rapidement, derrière, ça a refermé une pointe et la base du triangle. Donc, si vous regardez l'action, que je vous remets un peu en arrière, cette joueuse-là, elle est assez loin, mais c'est sa priorité de suite. Et l'attaquante, dans sa prise d'information, à ce moment-là, elle voit un pivot qui est clairement seul, qui est clairement libre. Donc, elle s'organise dans sa motricité pour faire cette passe-là au pivot. La boîte est ouverte et la boîte va se refermer puisque cette joueuse-là dévie la balle de la passe au pivot. Donc, c'est vraiment une volonté permanente de limiter les possibilités au pivot en acceptant, quand la balle y arrive malgré tout, essayer de limiter au maximum les gestes de frustration pour ne pas générer 7 mètres, 2 minutes et donner une chance à notre gardienne. Voilà, c'est une option que nous avons prise, c'est la nôtre. Une deuxième séquence, je vous avais dit qu'il n'y en avait qu'une, pardon, mais il y en a une deuxième sur limiter le jeu avec le pivot. Donc là, vous l'avez dans la charnière 2-3. Vous avez bien quelqu'un qui met de la profondeur au centre. Et là, vous avez une anticipation claire de cette joueuse, du poste 2, pour pouvoir contourner, si l'arrière court à l'intérieur, pour pouvoir reprendre en charge le pivot et libérer sa coéquipière. La balle sort, vous avez la pointe du triangle, cette joueuse est prête à intervenir derrière, et on est en sous-nombre à l'opposé. Très clairement, ici, si la balle va rapidement ici, on va être en difficulté. Donc, on est bien sur des comportements de zone de ce côté-là. On sort sur le côté bras, elle ne sort pas la balle. Vous voyez qu'entre la photo d'avant et la photo à cet instant-là, on a rattrapé le décalage. La vraie compétence dans une défense de zone, c'est bien évidemment le retour de flottement. Engager le duel dans la profondeur. Donc là, je voudrais préciser que c'est une responsabilité importante des postes 2, car il ne s'agit pas de faire des sorties en poste 2 dans la profondeur de manière systématique, parce que ça faciliterait grandement le travail de l'attaque d'une défense de zone. Il s'agit de le faire quand on sent réellement qu'on a une chance d'enterrer la balle ou que l'arrière a une réelle intention de duel vis-à-vis de soi. Donc là, notre poste 2 face à l'arrière gauche va faire le choix, dans sa lecture du jeu, elle n'a pas le pivot dans le secteur, hein, toujours les 4K, côté balle, elle est côté balle, elle n'a pas le pivot dans son secteur. Elle va faire le choix d'engager le duel dans la profondeur. Elle aurait pu rester ici, en bas, à 6 mètres, comme vous l'avez vu sur d'autres actions. Elle s'est éjectée du dispositif défensif. Donc là, on est dans des comportements de fille à fille. Et dans ce comportement de fille à fille, le poste 3
étant en couverture du pivot ici. La poste 2, et ce n'est pas une systématique, bien entendu, la poste 2 estime qu'elle peut faire la montée inversée. À minima, elle va faire une dissuasion et elle va ramener ce demi-centre dans la densité défensive. Évidemment, ça génère une hésitation sur le passeur, ce qui facilite la tâche pour enterrer la balle. Moi, je considère que ça, c'est une action extrêmement positive pour nous parce qu'elle ne nous a pas coûté beaucoup d'énergie et on a cassé le rythme de l'attaque. Si on arrive à faire ça très régulièrement, il y a une bonne chance que le bras se lève. Donc ça, c'est une action pour moi intéressante parce que la prise d'initiative des joueuses est cohérente. Passer d'une intention tactique à une autre et enchaîner les actions. C'est une séquence dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, la joueuse que je vous demande d'observer en priorité ici, c'est la joueuse qui est en poste 3, que j'essaye de vous montrer avec ma flèche là. Je vous demande de regarder tout au long de cette séquence qui dure un petit peu l'enchaînement des actions de cette joueuse et surtout de voir comment elle va changer d'intention. Vous avez aussi cette joueuse-là qui va avoir plusieurs changements d'intention. Les deux postes 3 vont avoir plusieurs changements d'intention. Je vous laisse dérouler la séquence et après on la reprend. Pardon, le son. Donc, je la remets à l'endroit où c'est intéressant. Vous avez une première sortie donc, avec l'idée d'essayer de s'attaquer à la création, mais on n'y arrive pas, on est trop loin. On est malheureusement battu à l'intérieur. Donc, ça nécessite une entraide. Cette joueuse-là, elle voit bien qu'il y a un danger sur le pivot, donc c'est une priorité, elle vient couvrir. Et cette joueuse-là, la poste 2, a bien compris, elle, qu'il faut aller éteindre le feu parce que sa collègue, elle est obligatoirement absorbée par le pivot, appelée par le pivot. Donc, vous pourriez très bien avoir une passe arrière-arrière qui nous mette en difficulté, sauf si cette joueuse-là intervient. Et bien entendu, elle ne se jette pas trop tôt parce que sinon, elle va offrir la passe arrière-ailier. Mais tout ça, on essaye de le coordonner. Et bien entendu, de temps en temps, on arrive à récupérer la balle, mais parfois, parce que l'adversaire est bon, on est ridicule et on est à 4 mètres de la balle. On arrive à enterrer la balle, mais les arbitres n'arrêtent pas le jeu. Changement d'intention. Et là, je vous demande de regarder avec précision ce que va faire cette joueuse-là. Là, elle est dans un temps faible. Et hop, ça y est. Là, elle est repartie en activité. Une première intention de dissuasion. Elle s'adapte à l'intention tactique de l'arrière et elle redescend. Comme la priorité, c'est d'interdire les passes à l'intérieur, vous allez voir poste 2 et l'autre poste 3. Hop, et c'est elle qui a dévié la balle ici. Donc, à l'instant T, cette joueuse-là est en dissuasion et à l'instant T plus 1, c'est elle qui récupère la balle sur le pivot. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de développer. Parce que bien évidemment, c'est difficile à lire pour l'attaque, qui prend une photo, qui prend des informations, et le temps qu'elle agisse, l'intention a changé. On estime que c'est la culture défensive qu'on veut inculquer à nos joueuses. Encore une fois, c'est plein d'imperfections, et par moments, on se fait mettre en difficulté par des attaques qui ont une excellente maîtrise de la balle, qui ont compris nos projets. Et ce n'est pas pour rien que souvent les Norvégiennes battent les Françaises. Ce n'est pas totalement le fruit du hasard, même si de temps en temps, c'est l'inverse. Limiter les fautes de frustration, enfin. Je te rappelle qu'il est 7h10. J'ai vu le chrono. Ça va, super, voilà. Donc, 2 séquences. On va couper le son. Limiter les fautes de frustration. Donc, une séquence un peu longue au niveau défensif, volontairement un petit peu longue, parce que c'est souvent là qu'après avoir, vous le savez tous, parce que dans votre vécu d'entraîneur, vous faites une très bonne séquence de défense, et à la fin, l'adversaire trouve une situation de tir, et là, à ce moment-là,
alors qu'elle n'est pas dans une situation extraordinaire, ben, on va aller faire la faute. Bon, là, on a beaucoup de chance parce que l'arbitre siffle zone, mais au débrief vidéo, je peux vous assurer que j'ai tensé ma joueuse ici en lui disant que son pied, si vous regardez bien son retour, même si on ne le voit pas très très bien, voilà, elle revient, elle met son pied, elle offre la possibilité à l'arbitre de siffler un 7 mètres. Et donc là, c'est vraiment un combat avec les joueuses pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de faute, de frustration. Je suis battu, je suis battu. Je vais peut-être prendre le but, mais il y a moins de chances de prendre le but sur ce tir à l'aile que de prendre un 7 mètres. Et en plus de ça, on se donne la possibilité de rester à 7 sur le terrain. Une dernière séquence sur la frustration. Alors bon, là, je l'ai fait avec 2 séquences sur des postes 1, mais ça peut être aussi sur des postes 2 dans l'intervalle 1-2 notamment, ou sur des postes 3 avec le pivot. Donc, vous allez voir une attaque intelligente qui a compris. Pour battre la montée inversée, elle fait une attaque de balle et elle a bien compris qu'elle va retomber dans la densité défensive. C'est la fin du match, donc elles ont quand même fini par comprendre un petit peu ce qui se passait. Et elle va faire une passe de renversement à l'ailière là-bas, vous voyez, qui est en train de lever le bras. Donc, notre poste 1, il commet une erreur. C'est-à-dire qu'au lieu de courir de suite pour aller fermer là-bas, il a sauté. Donc, il est en retard. Mais par contre, il a le bon réflexe ici. Vous allez voir, elle a le comportement. Elle va vraiment tout faire pour montrer à l'arbitre qu'elle ne fait pas faute et donner sa chance à la gardienne. Et c'est payé de retour puisque notre gardienne va faire l'arrêt. Ça ne marchera pas à tous les coups, encore une fois. Mais statistiquement, je pense que c'est le bon comportement. Et je pense qu'il faut combattre nos joueurs et nos joueuses qui, pensant être vaillants, être de glorieux combattants, reviennent et touchent ici l'ailier dans la situation de tir, offrant systématiquement à l'arbitre la possibilité de mettre 7 mètres et 2 minutes. Je pense qu'il faut vraiment travailler avec nos joueurs pour les éduquer à faire en sorte que ce type de faute-là soit éradiqué. Voilà, jeunes gens.